Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement est sur le grill malgré la réaffirmation de la détermination du chef de l'État à trouver une solution définitive à la crise anglophone. L'opposition n'y croit pas un mot et la France accentue la pression sur le pouvoir de Yaoundé pour un règlement politique de la crise anglophone et pour la première fois, elle se prononce en faveur de la libération de Maurice Kamto, principal adversaire politique du chef de l'État lors de la dernière élection présidentielle. Alors que le gouvernement ne veut plus entendre parler de cette contestation de l'élection présidentielle, la Commission africaine des droits de l'homme vient d'inviter Maurice Kamto et le MRC à présenter les arguments et les preuves des irrégularités ayant émaillé le dernier scrutin présidentiel d'octobre 2018. Nous en parlerons dans ce journal. Les promesses des autorités administratives pour la réhabilitation et l'aménagement routier n'ont pas été concrétisées en 2019 à Douala. Coup de projecteur ce soir sur l'état des infrastructures routières dans une capitale économique. Malgré le dynamisme économique des populations, elles souffrent au quotidien en raison des difficultés liées à la mobilité urbaine. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À peine le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, a entamé son 7e mandat à la tête du pays, que la pression internationale ne cesse de monter, notamment à cause de la crise anglophone et la mise en détention de Maurice Kamto, son principal adversaire politique lors du dernier scrutin présidentiel. Aujourd'hui, c'est la France qui s'exprime. Elle a tenu à faire savoir devant l'Assemblée nationale à travers la voix de son ministre des Affaires étrangères que le président Macron ne cesse de mettre la pression sur le chef de l'État du Cameroun afin de résoudre de façon politique et pacifique la crise anglophone, mais aussi elle s'est prononcée pour la première fois de façon ouverte en faveur de la libération du président du MRC placé en détention depuis près de 4 mois. On fait le point sur cette pression internationale exercée sur le Cameroun depuis janvier 2019 avec Éric Martial Ndiomo. Nous sommes très préoccupés de la situation du juriste international Maurice Kamto parce qu'il a été inculpé mi-février et nous souhaitons que cette figure importante du Cameroun puisse être libérée. Nous faisons pression régulièrement, fortement, y compris le président de la République a appelé le président Biya pour qu'on trouve des solutions, mais la situation est très préoccupante. Ainsi s'est exprimé le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui, comme le gouvernement français, souhaite la libération du juriste international camerounais Maurice Kamto et la prise des mesures fortes par le Cameroun pour la fin du conflit en zone anglophone. Cette sortie du gouvernement français s'ajoute à d'innombrables autres issues des gouvernements et de nombreuses autres institutions. La pression qui s'accentue sur le régime en place au Cameroun pour la libération de Maurice Kamto et la fin du conflit anglophone pousse le gouvernement à effectuer des sorties questionnables sans véritables actions pour faire bouger les lignes jusqu'ici. En termes de personnalité, Tibor Nash, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, n'y est pas allé de main morte depuis quelques mois, dépréciant la gestion par le Cameroun de la crise anglophone et exigeant la libération de Maurice Kamto. Avant lui, c'est Federica Mogherini, la patronne de la diplomatie de l'Union européenne, qui avait abondé dans le même sens, décriant la gestion de cette crise anglophone par le gouvernement camerounais et appelant le gouvernement à respecter les libertés fondamentales de ses citoyens et exigeant la libération de Maurice Kamto. Au-delà de ces personnalités, plusieurs institutions condamnent au fil des semaines l'inertie du Cameroun relativement à la crise anglophone et s'inquiètent de l'ampleur qu'elle prend. International Crisis Group, Amnesty International, Human Rights Watch, le Parlement européen ou encore le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à travers quelques membres, pour ne citer que celle-là. Face à tout ceci, le gouvernement camerounais tarde à réagir, assurant par la voix des différents ministres que la situation est sous contrôle. Un gouvernement finalement agacé par ces pressions et qui se place à chaque fois sous l'ombre de sa souveraineté pour tenter tant bien que mal de se défendre. Et le gouvernement a tenu à faire savoir aux représentants des organisations internationales et des missions diplomatiques
au Cameroun que le chef de l'État reste déterminé à trouver une solution définitive à la crise anglophone. Ce discours du ministre des Relations extérieures devant la communauté internationale n'a pas convaincu l'opposition. Elle dénonce une sortie inopportune et y décèle des réticences à vouloir s'engager vers une véritable voie du dialogue afin de résoudre les multiples crises que traverse le Cameroun. Réaction des partis de l'opposition dans ce reportage que signe Kate Diarra. La sortie du ministre des Relations extérieures face aux diplomates accrédités au Cameroun suscite de vives réactions au sein de l'opposition camerounaise, alors que le jeune Bela Mbela s'est exprimé mardi dernier sur l'ensemble des crises qui paralysent le Cameroun, ainsi que la lecture qu'on en fait à l'international des hommes politiques, à l'instar de Cyril Sambaka, vice-président de l'UDC, pensent qu'il s'agit d'une sortie inopportune, retardataire et sans enjeu, dont on aurait bien pu se passer. Le ministre est sorti très tardivement, parce que nous ne sommes plus à informer. Nous sommes déjà aux Nations Unies, où il y a déjà eu des débats. Il y a eu des débats à la francophonie, il y a eu des débats partout. Il n'a pas anticipé. Or, le rôle d'un gouvernement, c'est d'anticiper. Là, il vient en retard, donc c'est sans objet. Pour l'homme politique, il est temps de laisser tomber la distraction et de mettre sur pied de véritables bases d'un dialogue inclusif. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que le chef de l'État a parlé d'un dialogue inclusif. Le Premier ministre n'est pas descendu sur le terrain. On doit se limiter à cela et préparer nos dossiers. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on va aboutir à un dialogue. Il faut qu'il soit le mieux préparé et que nous ne tombions pas dans le piège de 91 où l'opposition s'est divisée, alors qu'en réalité, il s'agissait d'aller discuter, trouver un consensus. Pendant ce temps, Jean-Robert Wafo, responsable de la communication au sein du Social Democratic Front, considère que la sortie de le jeune Bela Mbela est truffée de contre-vérités. La sortie de monsieur le jeune Bela Mbela, c'est un tissu, n'est-ce pas, de contre-vérité. Notamment quand il s'est permis de dire que le gouvernement camerounais poursuit le dialogue en vue d'une solution camerouno-camerounaise. De quelle solution camerouno-camerounaise parle-t-on quand on sait bien entendu que le dialogue promis par le Premier ministre John Ngouté à la faveur de la rencontre qu'il a eue avec la délégation du SDF dans le Nord-Ouest, même pas encore été formellement mis sur pied. Il va plus loin et affirme que cette autre sortie ministérielle jette le discrédit sur la ligne de communication du gouvernement qui multiplie des sorties maladroites. On a envie de dire, n'est-ce pas, au président de la République qu'il faut que ça cesse. Parce que dans le cas de crises extrêmement graves, dans un pays qui se respecte, quand un pays est gouverné, le président de la République ne délègue pas la fonction présidentielle. Il gagnerait, n'est-ce pas, à s'exprimer face aux Camerounais en ce qui concerne cette crise. Il faut que ce soit clair. La rencontre du ministre des Relations extérieures et des diplomates présents au Cameroun intervient quelques semaines seulement après celle du Premier ministre et du ministre de l'administration territoriale, qui revenaient sur les bases du dialogue nécessaire au solutionnement de la crise anglophone. Alors que le gouvernement camerounais estime que le débat est clos sur la dernière élection présidentielle et met en garde toute personne qui contesterait encore la victoire du chef de l'État Paul Biya, voici la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui invite Maurice Kamto et le MRC à présenter les preuves et les arguments des irrégularités de la dernière élection présidentielle au Cameroun, contestée devant les instances de l'Union africaine. Le président du MRC, candidat à la dernière élection présidentielle, classé officiellement deuxième, avait déposé une requête auprès des instances de l'Union africaine afin de contester la victoire du chef de l'État. Aujourd'hui, il est invité à présenter les preuves et les arguments des irrégularités de cette dernière élection présidentielle auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avant qu'elle puisse voir se prononcer sur la saisine ou non de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Évoquons à présent cette crise anglophone. Le gouvernement dit qu'il maîtrise la situation et pourtant, dans la région de l'Ouest, les effectifs ont pratiquement quadruplé, notamment ces enfants qui ont fui le théâtre
de la crise anglophone afin de pouvoir composer en toute quiétude dans des centres d'examen où se déroulent les épreuves écrites du DCE Advanced et Ordinary Level. Là-bas, c'est bien difficile pour les responsables d'établissements scolaires publics à pouvoir gérer autant d'effectifs. C'est le constat que fait Leclerc Sakem dans ce reportage. Silence, ici on cogite. Comme leurs camarades des autres régions du Cameroun, ils sont 3713 candidats au DCE Advanced Level et 38 824 candidats au baccalauréat de l'enseignement général dans la région du Soleil couchant qui frappe à la porte du supérieur. Ces derniers bravent les épreuves écrites depuis ce lundi. Pour ce qui est du DCE, les effectifs ont doublé au lycée bilingue de Bouddha, Tchon, Bafoussam, Banjoun. Si certains élèves déplacés se sont déjà intégrés, ce n'est pas le cas pour d'autres qui n'ont pas fréquenté cette année. Ils sont obligés de composer comme candidats libres. Cette année, avec les candidats anglophones, beaucoup sont venus s'inscrire comme candidats libres. Ce qui fait que vous allez voir qu'il y a presque autant de candidats libres que de candidats réguliers. Donc ceux qui sortent de la zone et qui n'ont pas pu fréquenter normalement chez eux sont venus s'inscrire comme candidats libres. Que la crise anglophone a fait migrer beaucoup de candidats vers notre sous-sol. Au départ, il y a eu des petits problèmes d'adaptation, mais je crois que vers le milieu déjà du premier trimestre, tout allait normalement. Le cas spécifique des examens DCE, contrairement aux années passées, nous avons enregistré une augmentation du nombre de candidats, vu la situation sécuritaire, n'est-ce pas, que nous vivons seulement dans les deux régions nord-ouest et sud-ouest. Donc depuis le début d'année, nous avons enregistré un nombre d'élèves venant de ces deux régions, ce qui fait que l'effectif des candidats par rapport aux années antérieures est nettement en hausse. Si les premières épreuves ont été abordables pour certains, d'autres par contre restent optimistes. As for now, we cannot say anything. All we can say is that it was just moderate. But we are now depending on paper 2 and paper 3. And we are hoping that paper 2 and 3 will be better for us. Nous avons très bien passé la première épreuve parce que ce n'était pas trop dur ni facile. Épreuve d'economics, paper 1. En ce qui concerne le baccalauréat à l'enseignement général, tout se passe dans la sérénité. Il n'y a pas encore d'incident signalé. Et seulement, nous attendions 923 candidats. Et 913 se sont présentés, donc le centre du lycée classique de Tchang compte 10 absents. Sur l'effectif de 171 candidats, les chiffres à chaud que nous avons à l'instant, c'est qu'il y a 8 absents. Depuis la réunion préparatoire, nous n'avons pas connu d'incident. Les candidats sont arrivés à temps. Donc tout a bien commencé et les épreuves ont débuté effectivement à 8 heures. Jusqu'ici, il n'y a pas d'incident de nature à intéresser qui que ce soit. La sécurité a été renforcée dans les différents campus. Au bout de l'effort se trouve le succès et les fruits tiendront la promesse des fleurs au bout de quelques semaines. Coup de projecteur ce soir sur l'état des infrastructures routières dans la capitale économique du Cameroun. Les promesses de réhabilitation et d'aménagement routier faites en 2018 n'ont pas été vraiment concrétisées en 2019. Le dynamisme économique de Douala contraste avec les difficultés liées à la mobilité urbaine, à la fois pour les populations et les entreprises. C'est un véritable calvaire. À quoi s'occupent les différentes autorités en charge d'aménager et de réhabiliter les routes au Cameroun? Comment comprendre qu'une capitale économique soit confrontée à des infrastructures routières en piteux état? C'est un grand reportage que signent Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Le fait n'est pas nouveau pour les habitants de Douala que chaque nouvelle saison de pluie soit un prétexte pour expliquer et justifier le pourquoi et le comment de la non-réalisation de certains travaux d'entretien routier ou même de réhabilitation de la voirie urbaine de Douala. Allons à présent à la découverte de quelques itinéraires devenus de véritables calvaires pour les usagers de la route en ces débuts de saison de pluie à Douala. Sur le trajet Palais de Justice Ndokoti, Carrefour Zachman au quartier Ndorbon, 2 sections de cette route sont complètement transformées.
un petit lac artificiel en pleine agglomération. Premier lieu de ralentissement forcé, imposé à tous les usagers, la bretelle Socaver, Bélavie PK8. Ici, les automobilistes, mototaximens et même les piétons y voient de toutes les couleurs, chaque jour que Dieu a créé. Ah, le carrefour Socaver, c'est un carrefour trop grave. La route, ce n'est pas aujourd'hui. Si vous venez chaque jour, vous me laissez là, vous allez voir la catastrophe. Quand on passe, on est mal à l'aise. Parce que nos motos, parfois, quand on va dans la boue, et pour peut-être tu passes. Tu passes là tous les jours, même toi-même, tu tombes parfois avec les clients. On passe par là, il faut nager, il faut voir tout ça. Ça énerve, ça continue à donner de la révolte dans le cœur. C'est pas possible. En 2020, un pays émergent, vraiment, c'est pas du tout normal. On ne sait même pas si vraiment le gouvernement sait qu'il y a des gens qui habitent dans ce pays. Resté coincé durant une demi-heure, dans une crevasse submergée, cette dame a pu se tirer d'affaire grâce à la magnanimité d'un mototaxi. J'ai vu comment elle a fait plus de 30 minutes là. J'ai garé ma moto pour aller la sécuriser. Face à la profondeur insondée, des nids de poules sous les eaux, plusieurs mototaximens et leurs passagers, faute de tomber à la renverse de la vase, sont contraints d'y salir leurs beaux souliers. Ça fait pas 3 jours, moi je suis tombé là avec un client. Jusqu'à c'est un avocat qui passait là, apparemment il passait au paquet de côté. Tout nous est séparés. Le client disait que moi il devait l'amener chez Obansé, chez lui, il devait retirer son habit pour que j'aille laver chez Obansé, je vais payer. Et il disait le Obansé, ça a oppressé plutôt que ça a quoi. Mais si c'est le monsieur ne me sauvait pas peut-être aujourd'hui, il me retrouve au commissariat parce que nous sommes tombés dans l'eau. Et à moins de 500 mètres, plus précisément devant le siège de l'Union sportive de Douala, le spectacle est le même. Gros nid de poules, gorgés d'eau. Et pour tenter de fuir les bouchons, voitures comme motos se disputent le trottoir avec les piétons, espérant vite contourner l'obstacle routier. Du quartier Ndorbon à la cité des Palmiers, la dégradation de la chaussée, c'est ce qui manque le moins le long d'un itinéraire raviné par les eaux de pluie. Les habitués de cet axe, reliant les communes de Douala 3e à Douala 5e, sont presque à bout de circuler sur une route de nom. L'apothéose des apothéoses des routes en piteux état à Douala, c'est la portion Nyalarai, Château d'eau Japoma. Elle a presque atteint son apogée de dégradation depuis 2 ans. La route de Nyalarai Château, c'est vraiment bizarre. Nous avions les morts tous les jours sur la route à cause des nids d'éléphants. On n'appelle même plus ça nid de poules, c'est les nids d'éléphants. Pas un pas sans une mare d'eau. Du moins, le quotidien des usagers se passe de tout commentaire sur cette route. C'est vraiment insupportable. On ne comprend pas ce qui se passe depuis des années. Pourtant, on devait jouer la Coupe d'Afrique ici. Alors, si cette route devait être faite depuis longtemps. Hein? C'est insupportable dans ce pays. On ne comprend pas. Les gens prennent l'argent et détournent. On ne peut pas faire de route. Un tronçon de moins de 500 mètres. Hein? Regarde, nous sommes là, ça fait presque 1 heure de temps, on n'avance pas. Et les véhicules basses ne peuvent même plus passer ici. Chaque jour, d'abord, les eaux sales qui pourrit déjà la carrosserie que vous regardez là, c'est déjà tout pourri. Et je lave ma voiture tous les jours que Dieu a créé. Et voilà, quand en 1 mois, les routines d'abord sont foutues. Il y a même des moments que j'entre dans les trous d'éléphants sans m'apercevoir. Et c'est comme ça que ça tord la jante. Et même les habitants du quartier, c'est eux qui viennent même nous secourir pour essayer de porter la voiture comme des engins. Ça détruit le véhicule. Même le corps, avec toutes ces secousses-là, tu ne peux pas rentrer et dormir chez toi tranquillement. Parce que le corps fait mal. Imagine-toi les taximans qui font le tronçon aussi. Ils font comment? Ici, le code de la route a ses règles. La circulation zigzag. Les automobilistes rentrent même dans le quartier pour esquiver le mauvais état de la route, l'embouteillage et toute perte de temps. Il y en a des gens qui n'arrivent même plus à sortir parce que la route est mauvaise. Pour aller manger, il faut aller contourner peut-être vers le village avant d'arriver peut-être vers le maïs central. Vraiment, on souffre beaucoup. Franchement, ça ne va pas pour Cameroun. J'aimerais vraiment que le président puisse mettre ses pieds au sol. Juste vraiment pouvoir marcher même dans la rue. Il faut comment le pays se passe. Lui-même va comprendre que ça ne va pas pour Cameroun. Le long de l'itinéraire Nyalarai Château d'eau, plusieurs commerces ont même fermé les portes
envahies par les eaux de ruissellement, faute de rigole. Ça nous cause beaucoup de difficultés. Vous allez regarder autour de vous, vous voyez les commerces sont fermés, tout est compliqué, la circulation même est compliquée, on ne comprend rien. Ça me décourage même de payer encore l'impôt et même les agents des impôts qui sont dehors, qui n'interpellent plus les taxis parce qu'ils n'ont pas arrangé les routes. Quand on donne les budgets à Yaoundé, ils portent les budgets pour aller enterrer en Europe et après les Européens confisquent les budgets. Au lancement du bitumage de la route Château d'Eau Stade Japoma il y a quelques mois, la communauté urbaine de Douala avait annoncé le début de la réhabilitation de la route de Niala. Le génie militaire est depuis lors au garde à vous, attendant le signal du maître d'ouvrage pour démarrer un chantier très attendu des habitants de Niala et les usagers de cette route. S'il est établi que la dégradation des routes à Douala connaît une courbe évolutive en début de saison de pluie, à quoi servent donc les milliards de francs CFA de budget votés pour l'entretien ou la réhabilitation de nos routes? À quoi s'occupent donc les municipalités et le ministère des Travaux publics au moment où les populations traversent des moments difficiles avec surtout cette route de Niala complètement dégradée? Depuis le lac routier de Douala-Niala, Libéron Jomo, Dallas Chana et Jean-Paul Chouniat. Un grand reportage réalisé sur l'état des infrastructures routières dans la capitale économique du Cameroun. Restons dans la région du littoral où, malgré l'opposition des populations, la municipalité de Loum a procédé à des déguerpissements forcés et des casses de plusieurs maisons d'habitation, des démolitions visant à assainir l'espace urbain dans cet arrondissement. Reportage Jacquino Molan et Gladys Sidi. Je fais quoi? Mon enfant, je fais quoi? C'est une ambiance de deuil qui règne au quartier Manengassa dans la ville de Loum. Les agents de la mairie procèdent à une vaste opération de démolition des maisons. Les habitants n'ont pas eu le temps de vider les domiciles de leur contenu. Ils ont assisté impuissants à la démolition de leurs maisons. La foule révoltée a tenté en vain de stopper les casses, sans succès. Le maire de Loum, dans une tentative de médiation, a essayé d'apaiser les tensions. Si vous vous installez sur les terres de l'État, il faut savoir qu'il y a des conséquences. Alors ne perdez pas votre argent en allant acheter les terres là où vous savez que demain on va venir vous construire. Il rappelle qu'il s'agit du domaine privé de l'État, un espace réservé pour la construction d'un centre pour handicapés. L'exploitation illégale des forêts est un problème majeur en Afrique centrale. C'est le constat que font plusieurs acteurs qui défendent l'environnement. L'activité contribue à détruire considérablement plusieurs millions d'hectares de forêts par an et favorise l'émission des gaz à effet de serre. Pourtant, des experts ont plusieurs fois sensibilisé à la fois les gouvernements africains, mais également les exploitants forestiers sur la nécessité d'un développement durable et d'une exploitation durable des forêts au Cameroun et dans le reste de la sous-région. Des précisions avec Xavier Foka. Le programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 fait de l'utilisation durable des ressources naturelles, y compris celles issues des forêts, l'un des principes clés du développement soutenable de l'humanité. En dépit des avantages reconnus des forêts pour atteindre les objectifs de développement durable et de lutte contre le changement climatique, l'exploitation forestière dans le bassin du Congo contribue à détruire annuellement 15 millions d'hectares de forêts, favorisant ainsi l'émission de plus de 20% des émissions mondiales de gaz carboniques. L'exploitation illégale des forêts en Afrique francophone est l'un des problèmes à côté de bien d'autres. Gérer durablement les forêts en Afrique. Nous avons là un vrai souci à la fois de fournir les marchés, mais aussi de répondre aux besoins des populations et de répondre aux besoins de la conservation. Pour résoudre ces problèmes et faire bénéficier les communautés des différentes ressources forestières tout en protégeant le climat, il est impératif de mettre ensemble tous les maillons de la chaîne. Les États, l'industrie, ce sont les opérateurs, mais nous avons aussi besoin des autres acteurs comme les certificateurs, comme les donateurs, les agences de coopération, les financiers, qu'ils viennent travailler pour qu'ils comprennent que ce qui constitue ce qu'on appelle des leviers importants pour avancer vers la durabilité.
Dans la recherche de cette solution inclusive, les États doivent jouer un rôle prépondérant. Il faut que le gouvernement puisse soutenir le travail de tous les parties prenantes involucrées dans le processus d'aménagement durable de forêt. Il faut aussi créer du marché pour les produits durables. C'est pour discuter des actions qu'il faut prendre en Afrique francophone pour mettre en place une chaîne de valeur du bois plus durable avec plus de bénéfices pour les populations et lutter contre les changements climatiques que des experts de la sous-région se retrouvent à Douala. Un autre épineux problème, c'est celui de l'exploitation illégale des mines au Cameroun. Ce fléau gagne du terrain et impacte les recettes de l'État. Cela pose également un réel problème de santé pour les riverains aux exploitations minières et les populations ont été sensibilisées ainsi que les exploitants, notamment à l'Est et l'Adamawa, lors d'une rencontre qui s'est tenue du côté de Yaoundé. Compte rendu, Joël Essengue et Marcelin Gansop. Bien que doté d'un fort potentiel minier, le Cameroun n'a pas bonne mine. Et pour cause, la quasi-totalité des entreprises actives dans la semi-mécanisation évoluent non seulement en marge de la réglementation en vigueur, mais bien plus, ne respectent pas les clauses environnementales. On a des trous qui sont abandonnés après l'exploitation et qui deviennent en fait des trous de mouroirs d'hommes. Entre 2015 et 2018, nous avons arrêté plus de 100 morts dans des trous abandonnés dans le secteur minier. Donc l'un des problèmes aussi, sur le plan environnemental, c'est qu'on assiste à la déviation des cours d'eau. C'est-à-dire que tous ceux qui exploitent dans cette zone vont carrément dévier des cours d'eau et utilisent parfois le mercure pour pouvoir prélever de l'or. Et nous savons que le mercure sont des substances cancérigènes qui sont très dangereuses pour la santé humaine. Sur le plan social, la situation n'est également pas reluisante. Il faut noter que l'exploitation minière dans ces différentes zones est source de conflits entre les communautés et les opérateurs dans la zone. Parfois, ils vont jusqu'à utiliser des armes pour dissuader les communautés qui parfois revendiquent ou alors protègent leur parcelles de terre. Là aussi, on a aussi enregistré le cas de mort, de suite des fusillades. Donc, on a aussi les déperditions scolaires qu'on a pu relever. Des enfants dans ces zones préfèrent aller dans des chantiers que d'aller dans les écoles. Autant de réalités et de pesanteurs que la phase 2 du projet mine, environnement, santé et société, ambition de corriger, en tirant les leçons des résultats probants obtenus au cours de la première phase. Pour cette deuxième phase, mettre un accent sur ces questions d'amélioration de la transparence dans le secteur minier. Dans cette deuxième phase, c'est aussi de pouvoir travailler de façon à lutter contre la fraude, contre la corruption, qui gangrène aussi le secteur. Et là, nous voulons vraiment engager les communautés et les collectivités dans la surveillance des activités qui se placent dans le secteur. Le projet mis en œuvre par l'Association Forêt et Développement Rural, en collaboration avec la branche camerounaise de Transparency International, bénéficie du soutien financier de l'Union européenne, elle aussi préoccupée par l'amélioration de la gouvernance minière au Cameroun. Il y a à la fois des questions de gouvernance et de gestion durable des ressources naturelles. Je pense que c'est l'intérêt des communautés et de l'État que de gérer durablement ces ressources naturelles et de faire en sorte qu'elles contribuent à la fois au bien-être et au développement socio-économique des populations, des communautés, et qu'elles permettent aussi de contribuer à la mobilisation des recettes domestiques fiscales de l'État. La zone d'intervention du projet couvre les arrondissements de Bétaré-Oya, Goura, Garoua-Boulaye, Batouri, Kété, Ouli, Kenzou, Yokadouma et Gari-Gombo dans la région de l'Est, puis Meganga et Gaoundal dans la région de l'Adamawa. Cette phase 2 court jusqu'en 2023. Les forces de sécurité et de défense restent en état d'alerte maximale dans la région de l'Adamawa après le passage du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a constaté que le taux d'enlèvement et de prise d'otages a considérablement baissé dans cette région après l'envoi d'une mission des forces spéciales de la gendarmerie. Il a également visité la construction du parcours Vita dans la ville de Ngaoundéré. Reportage Marcelin Gansop. La localité de Belel a fait parler d'elle ces derniers mois avec le phénomène des enlèvements, des prises d'otages et de vols de bétail, suivi de demandes de rançon dans certains cas.
Mais depuis quelque temps, on observe une certaine accalmie consécutive aux mesures draconiennes prises par le haut commandement afin de mettre hors d'état de nuire les fauteurs de troubles. Les remerciements au chef de l'État pour ce qui a été fait en 3 mois. Et je pense qu'aujourd'hui, les témoignages sont éloquents. La sécurité est en train d'être retrouvée dans notre région. Aujourd'hui, à Bel-Air, je peux vous dire, depuis 3 mois, il n'y a eu aucune prise d'otage. Mais cette accalmie ne doit pas mener les forces de défense et de sécurité à dormir sur leur laurier. Au contraire, elles doivent redoubler de vigilance pour ne pas retomber dans le piège de l'ennemi qui, comme on le sait, ne dort jamais. C'est ce message que le ministre de la Défense est allé passer aux troupes, tout en leur transmettant les encouragements du chef suprême des armées. Parce que si nous avons l'ennemi à l'intérieur, dans les rangs, dans les villages, Joseph Betty Assomon a prescrit une franche et étroite collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations via les comités de vigilance afin d'éradiquer l'insécurité qui a souvent dicté sa loi, non seulement à Bel-Air, mais également dans d'autres localités de la Damawa. Un message qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Au passage, les populations victimes des vols de bétail n'ont pas manqué d'appeler les pouvoirs publics au secours. Premièrement, de continuer leur action qu'ils sont en train de faire. Deuxièmement, de voir la situation des gens qui ont perdu tout leur bétail là. Ils sont en détresse et de les accompagner. Même les crédits, même n'importe quoi pour qu'ils recommencent. Le ministre de la Défense a mis à profit son séjour dans le château d'eau du Cameroun pour inspecter les travaux de construction du parcours Vita de Ngaoundéré, des travaux exécutés par le génie militaire. Parce que nous avons déjà fait quand même 3 parcours Vita qui sont fonctionnels jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc lorsque nous voulons faire un projet, nous le faisons moins cher, nous le faisons rapidement et nous le faisons bien. Comme au niveau du parcours Vita de Douala, il y aura un comité qui sera mis en place pour la gestion de ce parcours Vita, à l'intérieur duquel comité va figurer les responsables des forces de sécurité de la ville de Ngaoundéré, qui mettront certainement à l'intérieur du parcours Vita du personnel adéquat pour assurer la sécurité. Au plus tard, en juillet 2019, le parcours Vita de Ngaoundéré devrait être opérationnel, avec la fin des travaux annoncés par le génie militaire. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Merci de rester sur Equinox Télévision.